Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisque je vais vous présenter un nouveau format de jeu pour Lorcana, le format Shift Leader, un format directement inspiré du célèbre mode Commander de Magic. Cela va vous permettre de construire des decks uniques autour de vos personnages préférés, mais avant de passer à la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker et commenter celle-ci, voire vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude, en description vous retrouverez le lien vers mon Instagram ainsi que le lien vers le Discord communautaire Alter Ego. N'hésitez pas à nous y rejoindre dessus. On passe immédiatement à la vidéo, à ce qui vous intéresse. Donc le format Shift Leader, c'est un format multi ou classique, fun ou compétitif, dans lequel vous allez choisir un personnage pour être votre leader. Ce personnage sera au cœur de votre deck et va influencer toute votre stratégie. Quelques règles quand même pour créer votre deck et choisir votre leader. Votre Shift Leader doit avoir la capacité Alter, ça doit donc être un Floodborn, puisque à l'heure actuelle tous les personnages Floodborn ont la capacité Alter. Ça changera peut-être avec le temps, mais voilà, pour l'instant retenez ça, votre leader doit avoir la capacité Alter. Votre deck doit contenir au moins 90 cartes, leader inclus, donc 89 plus votre leader, avec un maximum de 3 couleurs d'encre dont l'une doit correspondre à celle de votre leader. Une petite spécificité quand même, votre leader commence la partie non pas dans votre deck, non pas dans votre main, mais dans une zone un peu spéciale, la zone de leader. Depuis cette zone, il doit être visible pour tout le monde. Pas de surprise donc quant à la pièce maîtresse de votre deck, vous devez la révéler dès le début du jeu. Votre adversaire saura grosso modo ce que veut faire votre deck, puisque votre deck va s'articuler autour de votre leader et que celui-ci, vous allez certainement le choisir en fonction de ses capacités, en fonction de son texte à cette carte. Donc voilà, votre adversaire saura un petit peu à quoi s'en tenir. Comment est-ce qu'on joue le leader? Et bien c'est très simple, vous pouvez jouer votre leader exactement comme s'il était dans votre main, c'est-à-dire que vous pouvez le jouer pour son coup en encre, vous pouvez le jouer pour son coup d'alter, à condition que vous ayez un petit support alter évidemment. Seule spécificité, à chaque fois que votre leader retourne dans cette zone là, son coup en encre d'alter augmente de 2, son coût classique n'augmentera pas. Par exemple, si vous jouez je sais pas, une carte qui coûte 9 qui a un alter de 3 par exemple, et ben son coût de 9 sera toujours de 9, peu importe le nombre de fois où il revient dans cette zone. Par contre son coût d'alter lui passera de 3 à 5 à 7, etc etc. Je vous conseille de mettre un petit dé sur la zone de leader pour se rappeler le nombre de fois où votre carte a fait des allers-retours, pour tout simplement tenir les comptes de manière un peu plus simple. Lorsque votre leader est en jeu, si il était amené à changer de zone de jeu, que ce soit pour aller dans votre défausse, dans votre encrier ou dans votre main, ou même peu importe où ailleurs, vous pouvez choisir à la place de le renvoyer dans sa zone de leader et du coup d'incrémenter le petit dé de 1 pour stipuler en tout cas qu'il vient de faire un aller-retour. Dernière petite règle de construction de deck, dans le format Shift Leader, toutes les cartes que vous avez dans votre deck devront être présentes en un seul exemplaire des singletons, donc sauf exception. Vous pourrez avoir jusqu'à 3 exemplaires d'une même carte si et seulement si elle porte le même nom que votre leader. Par exemple, si votre leader est le génie, vous pourrez jouer d'autres cartes qui possèdent le nom génie en 3 exemplaires. Il faut également qu'elles appartiennent à une des 3 couleurs d'encre de votre deck, et enfin elles ne doivent pas être alter elles-mêmes, c'est-à-dire vous ne pouvez pas jouer d'autres Floodborn. Sinon, pour le but du jeu, il reste assez classique. Vous devez tout simplement être le premier joueur à atteindre non pas 20 mais bien 30 éclats de l'or pour gagner la partie. Et voilà, vous savez tout sur ce nouveau mode de jeu. Et pour illustrer un petit peu quand même ce mode de jeu, je vais vous présenter le deck qui m'a le plus tapé dans l'œil lors de mon dernier tournoi Shift Leader. Bravo à Thomas pour avoir joué ce deck, et on se retrouve tout de suite sur Dreamborn. Le Shift Leader qui m'a le plus impressionné et que j'avais envie de vous présenter dans cette vidéo, c'est évidemment Génie, farceur merveilleux. Vous l'avez vu sur la miniature, une 4-7 pour 7 non ancrable, une légendaire du 7-6 que l'on n'a encore jamais vu dans le metagame compétitif. C'est une donc 4-7 pour 7 ancrable qui lord 2, qui s'altère pour 5 et qui a 2 capacités actives. Alors c'est principalement ce genre de choses qu'on va aller chercher sur les leaders. Ça va être des capacités intéressantes sur lesquelles vous allez pouvoir construire un deck autour
tour. Ici, les capacités disent les choses suivantes. Chaque fois que vous jouez une carte, vous piochez une carte. À la fin de votre tour, vous placez toutes les cartes de votre main sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Alors en lisant la carte, vous vous dites ok, pourquoi pas, mais j'imagine que vous voyez déjà un petit peu l'esprit du deck. Ça va être évidemment de poser votre génie. Peu importe le nombre de cartes que vous avez en main, ça n'aura plus aucune importance. Ensuite, les tours d'après, vous allez juste piocher votre carte de début de tour, la jouer, piocher une autre carte, la jouer, piocher une carte, la jouer, piocher une carte, la jouer, piocher une carte et lorsque vous ne pourrez plus jouer la carte que vous venez de piocher, tout simplement l'ancrer et vous allez avoir donc un deck avec une stratégie plutôt aggro et avec une très forte résilience. Donc vous le voyez, vous allez juste mettre le maximum de tour 1, tour 2, tour 3, si possible les meilleures cartes tour 1, tour 2, tour 3 dans ces trois couleurs là. Pourquoi ces trois couleurs là? Et bien tout simplement parce que c'est dans ces trois couleurs là que vous allez trouver tous les génies sur lesquels vous allez pouvoir altérer votre gros génie. Et vous l'avez compris, le plus tôt vous altérez le gros génie, le plus tôt vous allez pouvoir commencer à faire des tours où vous allez juste proposer des vagues d'agression à votre adversaire. On commence avec le génie à votre service, un génie du set 1 que l'on a plus vu depuis un moment, une 2-3 pour 2 tout simplement, c'est juste un support à alter. Tant que vous n'avez pas votre gros génie, vous allez globalement jamais partir à l'aventure avec ce génie là. Vous avez un autre génie en bleu, le génie coincé dans la lampe, une 2-2 pour 2 en Crab Killer 2. En plus d'être un excellent support au gros génie, c'est aussi évidemment très bon l'horreur plus tard dans la partie. Ensuite, on a un génie qui est apparu avec le set 6, mais qui ne verra, je pense, jamais du jeu, sauf si un jour vous avez un deck sur le thème de génie, du génie, et que vous en avez besoin d'en jouer beaucoup. C'est une 4-3 pour 3, génie, charpentier, naval, enthousiaste, pardon. Une 4-3 pour 3 en Crab Killer 1. Ça fait déjà 9 supports à alter, et enfin, les deux autres supports à alter, dont un que vous vous en doutez. Le génie ami encourageant, 3-5 pour 4 non ancrables, Killer 1, à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez le remélanger dans votre pioche et piocher 3 cartes. Ça peut être utile si vous avez un peu de mal à piocher avec votre deck. C'est pas forcément... vous allez rarement le jouer pour cette capacité là, mais voilà, si jamais vous avez l'occasion et que vous voulez avoir beaucoup de cartes en main, ça peut être utile, même si une fois que vous avez votre gros génie, globalement, il n'y a aucun intérêt de piocher, puisqu'à chaque fin de tour, vous allez tout rejeter, vous allez tout replacer sous votre pioche, et à chaque fois que vous jouez une carte, vous allez en piocher, donc globalement, vous n'avez pas trop besoin d'utiliser la capacité de ce génie, sauf si au début du tour, vous avez ce génie là en jeu, et vous piochez une carte qui coûte trop cher, et vous avez plutôt envie de voir si vous trouvez pas autre chose de plus intéressant avant. Et enfin, le dernier support alter, ça en fait 15. Un quart du deck du coup est constitué de génie. Ça vous donne globalement de très très bonnes probabilités de trouver votre support à alter avant le tour 5 et de pouvoir profiter au maximum de votre génie encore et encore. C'est évidemment génie veut exaucer, vous la connaissez, la 2-4 pour 4 non Crab Killer 2 qui est insaisissable et qui vous fait piocher lorsqu'elle arrive en jeu. Très très forte dans ce deck là. Sinon c'est 100% de créatures, un petit peu de rampe quand même. On va pas faire une description détaillée de toutes les cartes. Vous voyez, il y a quand même, il faut mettre des cartes en un exemplaire, donc forcément on va mettre un petit peu toutes les cartes qu'on peut trouver qui sont pas très chères et qui sont intéressantes. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Un petit peu de rampe quand même pour vous aider en début de partie. Si vous voulez aller chercher quelques cartes en début de partie, c'est évidemment les génies. Pourquoi pas le typo fils en croissance, évidemment une carte qui vous permet de ramper. Les autres cartes de rampe, c'est du bleu évidemment, c'est le Mickey Mouse Détective qui va vous permettre lorsque vous le jouez de ramper et le tour d'après de directement pouvoir shifter votre gros génie. L'autre carte qui va vous permettre à ramper, c'est évidemment Tadashi Hamada, roboticien doué. Alors lui c'est tout simplement une carte très très agressive, une 2-2 pour 3 non Crab Killer 2, et durant votre tour, si ce personnage est banni, vous pouvez le placer au-dessus de votre... vous pouvez placer la carte du dessus pardon, de votre pioche dans votre réserve d'encre, et ensuite placer cette carte-là dans votre réserve d'encre. Donc globalement, au tour 4, vous pouvez l'envoyer à l'aventure. Si votre adversaire le bannit, au tour 5, vous avez déjà tout simplement... 3, 5 ou 6 d'encre, donc c'est tout simplement grotesque, c'est tout simplement très très fort. Ensuite, les autres cartes un petit peu
un petit peu que vous allez vouloir mettre dans ce type de deck là, c'est évidemment des cartes qui vous font piocher comme Chernabog, Balai Magique et Diablo, et ensuite ça va être principalement des cartes qui lore beaucoup, 2 au minimum, ou des cartes qui ont un très faible coût en mana. Évidemment aussi des cartes qui ont des capacités comme hors d'atteinte et insaisissable, ça va vous intéresser, donc vous pouvez le voir, vous en avez beaucoup. On a Léonda Ensorceleur, on a le Pégase, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Domestique Magique qui est Plumette, qui permet de, pour une 2-2 qui lore 2, bon voilà, ça n'a rien d'extraordinaire. Le Cusco qui va vous permettre de piocher, un petit peu de package boons, alors je sais pas si c'est vraiment utile d'en mettre, mais libre à vous après de tester et de me dire dans les commentaires si vous avez des decklists ou des cartes en tout cas qui rentrent parfaitement dans cette synergie là et qui peuvent être plus intéressantes. Là c'est vraiment ça se base sur le souvenir que j'ai de la version que j'ai affrontée, la version de Thomas. J'imagine que ça se trouve il jouait d'autres combos dedans, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres idées. Le Cusco qui vous fait piocher, le Jiminy Cricket qui est hors d'atteinte. Évidemment, vous allez vouloir mettre toutes les cartes qui lore 3 et qui ont un petit coup en mana. Le Pinocchio, le Olivia Flavorsham, la Olivia Flavorsham, je sais pas si c'était un garçon ou une fille. Et enfin, le Flavorsham, la nouvelle carte qui 0-2 qui lore 3. Ensuite, en carte un peu plus haut, vous avez la Rose Blanche qui va vous permettre d'aller chercher des points de l'or bonus en fin de partie, tout comme ce Robin des Bois là qui, lorsque vous le jouez, si un adversaire a un personnage avec au moins un dommage sur lui, vous allez l'orer 1. Ça peut un petit peu surprendre en fin de partie, ça peut vous permettre de passer un petit peu un dernier cap. Le Banzai, carte très très forte, le Bobby qui est hors d'atteinte, la Goko Tomago qui peut surprendre en fin de partie, même si vous en avez qu'une, donc évidemment c'est énormément dilué dans le reste du deck. Le Morph, bon je l'ai mis mais je suis pas sûr que ce soit vraiment la carte à mettre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le Diablo qui pourra être utile, le AA, carte de rampe aussi qui peut être pas mal. Lorsque vous jouez ce personnage, si un adversaire possède plus de cartes dans sa réserve d'encre, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Donc ça c'est un petit peu la carte rampe en verte qui est intéressante. La Chenille qui est un très très bon loreur, le Zeus qui peut faire très très mal en tout cas lorsque vous le posez. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le deck. Si évidemment voguer sur la mer Azurite pour le côté rampe, c'est très très fort. La glace à l'eau pour piocher, ça peut être pas mal. Et enfin le grand dragon de pierre pour pouvoir rentabiliser, tout du moins recycler toutes ces cartes que vous allez perdre, parce que la stratégie quand même globale du deck, c'est une fois que vous avez posé votre génie, c'est juste je pioche une carte, je la joue, je pioche une carte, je la joue, etc., etc., jusqu'à ce que vous ne pouviez plus le faire. Et ensuite c'est d'envoyer tout à l'aventure à chaque tour pour lorer très très fort. En gros c'est vous n'allez pas du tout contrôler le board adverse, vous jouez un petit peu tout seul dans votre coin, vous allez juste poser des créatures et tout envoyer à l'aventure. Ce sera la tâche de vos adversaires de vous empêcher de faire votre plan de jeu, de vous empêcher de poser encore et encore des créatures et de partir à l'aventure, d'aller très très vite en lore. Et du coup le grand dragon de pierre va vous permettre de recycler toutes vos créatures mortes au combat. Il y en a beaucoup. Vous jouez seulement 16 nodes d'ancrage, donc globalement vous aurez tout le temps des cartes à ancrer. Une courbe de mana très basse, et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que veut faire le deck. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà joué à ce mode de jeu là, si vous avez des idées de leaders qui pourraient qui vous donne envie en tout cas de build autour. N'hésitez pas à me proposer des decklists. Si jamais le mode Shift Leader prend un petit peu dans la communauté Lorcana, et ben j'essaierai de proposer des decklists assez régulièrement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce nouveau mode de jeu. J'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à liker, commenter et partager la vidéo, à jouer avec vos amis à ce mode-là, à essayer, à me faire vos retours évidemment. Je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!